Le Pakistan déclare avoir lancé une opération militaire contre l'Inde, frappant 3 de ses bases aériennes pendant la nuit. Hier soir, le Fonds monétaire international a débloqué 2,3 milliards de dollars pour le Pakistan. En moins de 12 heures, le Pakistan a lancé une autre attaque contre l'Inde. Comme prévu, l'Inde a tiré la sonnette d'alarme concernant le nouveau prêt d'1,3 milliard de dollars au Pakistan. L'Inde remet en cause les multiples renflouements du Fonds monétaire international au Pakistan. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont à leur apogée. Des bombardements intenses, des frappes de drones et aériennes, des tirs de missiles, et même des rumeurs d'une possible escalade nucléaire. Mais au milieu de ce chaos, un titre surprenant a attiré l'attention de tous. Le Fonds monétaire international a approuvé 2,4 milliards de dollars de fonds de sauvetage pour le Pakistan. C'est choquant, car pendant que le Pakistan dépensait des milliards pour attaquer l'Inde avec des armes chinoises, il demandait aux pays occidentaux un plan de sauvetage. C'est parce que l'économie du Pakistan était déjà en grande difficulté. C'est 133 milliards de dollars de dette extérieure et seulement 15 milliards 300 millions de dollars de réserves de change. Mais malgré ces chiffres pathétiques, le Pakistan est désespéré par un conflit avec l'Inde, au lieu de se concentrer sur son économie. L'Inde a protesté contre le Fonds monétaire international, affirmant que le Pakistan pourrait détourner ses fonds pour soutenir le terrorisme. Malgré un passé lié au terrorisme, pourquoi le Fonds monétaire international a-t-il octroyé ce prêt? Et pourquoi le Pakistan est-il désespéré pour une guerre avec l'Inde? La réponse simple réside dans les entités puissantes qui contrôlent tranquillement le Pakistan en coulisses. Au fait, ce n'est pas seulement la Chine. Pour mettre en contexte la gravité de l'économie du Pakistan, sachez que ce n'est pas la première fois que le pays se tourne vers le Fonds monétaire international, c'était le 20e sauvetage. Oui, 20e. Et pour aggraver les choses, lorsque le conflit avec l'Inde s'est intensifié, la bourse du Pakistan a chuté de 7,2% en une seule journée. Le conflit a provoqué la panique et le retrait des investisseurs étrangers. Après le coronavirus disease, le Pakistan a fait face à une inflation galopante, un épuisement des réserves de change, un effondrement industriel et un chômage record. La question est donc, pourquoi un pays dont l'économie est déjà en grande difficulté choisirait la guerre? Maintenant, vous savez que cette guerre est folle. Il y avait des discussions sur les armes nucléaires, la propagande chinoise, et bien plus encore. YouTube n'est pas fan des vidéos qui sont controversées, et les guerres sont parmi les sujets les plus controversés qui soient. Si vous pouvez nous aider à couvrir l'actualité en cliquant sur j'aime et en vous abonnant ci-dessous, cela nous aidera beaucoup. Vous voyez, mener une guerre coûte extrêmement cher et actuellement, le Pakistan fait face à une grave crise économique. L'Inde et le Pakistan ont obtenu leur indépendance en même temps. Dans les années 1980, le Pakistan était plus riche que l'Inde, la Chine et le Bangladesh en revenus par habitant. Mais aujourd'hui, le revenu par habitant du Pakistan est d'environ 1566 $, près de la moitié de celui de l'Inde, qui est d'environ 3000 $, malgré le fait que l'Inde est en réalité 6 fois la population du Pakistan. De manière choquante, 40% de la population pakistanaise vit encore dans la pauvreté. Le Pakistan est l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud. Son taux de croissance actuel du produit intérieur brut est d'environ 2,5%, ce qui suffit à peine à suivre la croissance démographique. En conséquence, le produit intérieur brut par habitant du Pakistan a diminué ces dernières années. Mais malgré tout, c'est une amélioration par rapport au désastre de 2022-23, lorsque la croissance du Pakistan n'était que de 0,2%, la pire de l'histoire récente, avec une inflation de 38%, la plus élevée de toute l'Asie. Et lorsque nous examinons le développement humain, le tableau devient encore plus sombre. Selon le rapport sur le capital humain de la Banque mondiale 2022, l'indice de capital humain du Pakistan n'est que de 0,41, l'un des plus bas de la région. Il y a plus de 22 millions d'enfants non scolarisés, soit 9% du total mondial, et le troisième plus grand nombre de décès de nouveau-nés au niveau mondial. De plus, l'immense inégalité des sexes empire la situation au Pakistan. D'après l'indice de l'écart entre les sexes du Forum économique mondial de 2022, le Pakistan se classe parmi les derniers au monde concernant les droits et la participation des femmes. La population du Pakistan augmente de 5 millions de personnes par an. C'est le 5e pays le plus peuplé du monde. Pour survivre à cette pression, le Pakistan a besoin d'1 700 000 nouveaux emplois chaque année. Mais il n'a tout simplement pas la puissance économique pour les créer. Comme si cela ne suffisait pas,
Le Pakistan a été durement touché par le coronavirus disease 2019, aggravant encore sa malchance. Les inondations de 2022 ont aggravé la pauvreté de millions de personnes. Et pour aggraver les choses, le Pakistan est le 8e pays le plus vulnérable aux catastrophes liées au changement climatique. L'économie du Pakistan a connu plusieurs effondrements depuis sa création. Presque à chaque effondrement, elle a eu recours au Fonds monétaire international pour un sauvetage financier. 35 dernières années, le Pakistan a adhéré à plus de 28 programmes du Fonds monétaire international, dont 4 ces 5 dernières années. Durant les 30 dernières années, le Fonds monétaire international a octroyé au Pakistan plus de 29 milliards de dollars. En 2025, malgré les tensions avec l'Inde et les frappes aériennes du 9 mai, le Fonds monétaire international a approuvé 1 milliard de dollars dans un paquet de 7 milliards, plus 1,4 milliard supplémentaires pour des programmes de développement. L'Inde s'est opposée à la décision du Fonds monétaire international de prêter, et s'est abstenue lors d'un vote crucial au Conseil du Fonds monétaire international. Mais le prêt a été accordé. Pourquoi ? Parce que d'autres pays l'ont soutenu, invoquant la stabilité régionale et les besoins humanitaires. Cette approbation est arrivée en plein milieu d'une possible guerre. Les États-Unis détiennent 16,5% dans le Fonds monétaire international. Le Japon a environ 6%. Les deux sont des alliés de l'Inde. Mais quand même, comment ont-ils permis ce prêt au Pakistan ? En fait, ils voulaient en tuant contrer la Chine. Et la Chine en était ravie. La Chine a créé son propre système de prêt mondial via l'initiative Belt and Road, ciblant les pays ayant des difficultés à emprunter auprès du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Voici donc le dilemme pour le Fonds monétaire international. Pour garder l'argent chinois dans le système et empêcher plus de pays de tomber sous le contrôle financier de la Chine, le Fonds monétaire international accorde souvent une relaxation à des pays comme le Pakistan, même lorsqu'ils ne répondent pas aux normes de base de réforme ou de remboursement. Le Pakistan n'a pas réussi à réduire son déficit budgétaire, maintenant des subventions élevées, une faible collecte d'impôts et des dépenses de défense conséquentes. Le ratio impôt-l'ara produit intérieur brut du Pakistan était d'environ 10,8% au deuxième trimestre de l'année fiscale 2024-25, le plus bas en Asie du Sud, et en dessous de l'objectif de 13,6% fixé dans le cadre de son accord avec le Fonds monétaire international. Mais pourquoi ai-je dit que la Chine était contente que le Pakistan obtienne ce prêt ? Après l'Amérique et le Japon, la Chine est le 3e plus grand contributeur au Fonds monétaire international. On dit même que la Chine a joué un rôle crucial à cet égard. Pourquoi ? Parce que la Chine est l'alliée la plus proche du Pakistan, du moins sur le papier. Actuellement, le Pakistan doit plus de 29 milliards de dollars à la Chine. Cela représente près de 22% de la dette extérieure totale du Pakistan. De plus, l'Inde et la Chine n'entretiennent pas de bonnes relations diplomatiques, principalement en raison des conflits frontaliers en cours et des liens croissants entre l'Inde et les États-Unis. Ce qui a davantage irrité la Chine, c'est le fait que l'Inde ait bénéficié d'une énorme opportunité lorsque les États-Unis ont imposé d'énormes tarifs sur la Chine, et que l'Inde en soit devenue le bénéficiaire. Et la Chine détestait cela, elle voulait donc faire passer l'Inde pour un pays instable. Mais voici le hic. La Chine ne veut pas d'une guerre directe avec l'Inde, car la guerre est coûteuse. Elle coûte des vies, et il y a des dizaines de raisons pour lesquelles s'engager dans une guerre directe est un choix insensé. Mais la Chine voulait toujours contrer l'influence de l'Inde en Asie du Sud, et elle avait besoin d'un intermédiaire, d'un État marionnette. Et pour la Chine, c'est le Pakistan. Les experts disent que la Chine a joué un rôle silencieux dans l'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Mais la Chine a soutenu le Pakistan non seulement via le Fonds monétaire international. Le Pakistan doit aussi une somme importante à la Banque mondiale, où la Chine est le 3e plus grand actionnaire, comme au Fonds monétaire international. En janvier 2025, la Banque mondiale a promis un énorme paquet de 20 milliards de dollars pour le Pakistan. Ce n'est pas juste un prêt ordinaire. C'est une partie d'un plan à long terme de 10 ans appelé le cadre de partenariat pays-Pakistan de 2025 à 35. Ce programme vise à protéger les projets de développement de l'instabilité politique du Pakistan. Il se concentre sur l'amélioration à long terme de secteurs clés tels que l'éducation, l'infrastructure, la santé et l'énergie. En bref, la stabilité du Pakistan est la raison pour laquelle la Chine et les ennemis de la Chine aident tous deux le Pakistan d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi certains pays qui ont aidé le Pakistan non pas à cause de la géopolitique ou des raisons militaires, mais pour la religion. Pour des raisons religieuses, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont souvent soutenu financièrement le Pakistan depuis son indépendance. En 2019, lors de vives tensions avec l'Inde suite à l'attaque de Pulwama, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman s'est rendu au Pakistan. Lors de cette visite,
l'Arabie Saoudite a signé un accord de 20 milliards de dollars pour le développement et la réforme économique au Pakistan. En 2021, l'Arabie Saoudite a déposé 3 milliards de dollars à la Banque centrale du Pakistan, destinés à durer 1 an. Mais quand le Pakistan n'a pas pu rembourser, l'Arabie Saoudite l'a reporté à nouveau en 2022, 2023 et 2024. Actuellement, le remboursement est toujours en attente. De plus, le Pakistan doit aussi 2 milliards de dollars aux Émirats arabes unis. Et au-delà de ces prêts au niveau de l'État, le Pakistan a également demandé 4 milliards de dollars de prêts auprès des banques du Moyen-Orient, avec des taux d'intérêt de 6 à 7%. Il est donc clair que le Pakistan survit à peine, et cela aussi grâce aux prêts. Mais ceux qui contrôleraient ces fonds se soucient-ils vraiment de cela ? Parce que la majorité de ces fonds ne sont pas utilisés comme prévu. Pour comprendre, vous devez connaître un peu l'histoire du Pakistan. En 1947, le sous-continent indien a obtenu son indépendance des Britanniques et a été divisé en 2 pays. L'Inde a opté pour une démocratie laïque, tandis que le Pakistan a été fondé en tant qu'État islamique. Le nom officiel du Pakistan est la République islamique du Pakistan. Mais quelques mois seulement après la partition, les deux étaient en guerre, et le champ de bataille était le Jammu et le Cachemire. À l'époque, le Cachemire était un État princier. Il ne faisait officiellement partie ni de l'Inde ni du Pakistan. En octobre 1947, des combattants tribaux armés pakistanais ont franchi la frontière du Cachemire. Ce n'était pas spontané, mais une invasion planifiée. N'ayant pas d'armée à lui pour faire face à une invasion, le dirigeant du Cachemire, le Maharaja Hari Singh, s'est tourné vers l'Inde pour obtenir de l'aide. Mais pour que les troupes indiennes puissent entrer légalement, le Maharaja a signé l'instrument d'accession, et ce n'est qu'alors que l'Inde a envoyé des troupes. La première guerre entre l'Inde et le Pakistan a duré jusqu'en 1948, et à la fin de la guerre, le Cachemire a été divisé. Le Pakistan a pris le contrôle de la région occidentale, maintenant appelée le Cachemire occupé par le Pakistan. Le Pakistan revendique le Cachemire, affirmant que c'est une région à majorité musulmane. Mais cela n'a aucun sens, car l'Inde est un pays laïque, et a une population musulmane considérable. En fait, la question du Cachemire est désormais moins liée à la religion, et davantage à la politique, au pouvoir et à la stratégie. Mais pourquoi le Pakistan veut-il le Cachemire ? Le Jammu et Cachemire aident aux frontaliers du Pakistan, de l'Afghanistan et de la Chine. Cela signifie que quiconque contrôle cette région obtient un accès direct à l'Asie centrale. Lors de la guerre de 1947, le Pakistan a capturé la partie occidentale du Jammu et du Cachemire, y compris les zones qui touchaient l'Afghanistan. Cela a dès donné au Pakistan un avantage stratégique, une route terrestre potentielle vers l'Asie centrale. En fait, l'Asie centrale est si importante que les États-Unis ont dépensé des milliards pour s'emparer de cette région, et le Pakistan en est devenu un grand bénéficiaire. De 1954 à 1965, l'aide économique des États-Unis au Pakistan s'élevait à des milliards de dollars, dont 2,3 milliards en 1962 uniquement. Ce soutien a aidé à moderniser l'armée du Pakistan et à stimuler son économie. Après les guerres indo-pakistanaises de 1965 et 1971, l'aide militaire a fortement diminué. Ensuite, la guerre soviéto-afghane des années 80 a porté à son apogée la relation américano-pakistanaise. Washington a accordé une aide de 32 500 millions de dollars pour soutenir les services militaires et civils du Pakistan. Tout cela pour soutenir les moudjahidines afghans qui combattaient dans les forces soviétiques. C'était l'apogée de l'aide américaine au Pakistan. L'argent, les armes et le soutien politique abondaient. Mais dans les années 90, les choses ont changé. Après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'intérêt des États-Unis pour l'Afghanistan s'est évanoui, et le programme nucléaire pakistanais est subitement devenu une source d'inquiétude. En 1990, sous l'amendement Pressler, les États-Unis ont coupé 564 millions de dollars d'aide militaire, accusant le Pakistan de poursuivre les armes nucléaires. Mais les choses ont rapidement changé, à cause des événements du 11 septembre bouleversant à nouveau l'histoire. Les États-Unis nécessitaient le Pakistan comme allié clé dans leur lutte contre le terrorisme. Des milliards d'aides, de soutien militaire et économique ont recommencé à affluer. Washington dépendait grandement du Pakistan pour le renseignement, les bases de drones et le combat antiterroriste. Mais avec le temps, les soupçons se sont accrus, notamment avec les rapports sur les terroristes cachés dans les régions tribales du Pakistan. Cela a entraîné des coupures d'aide de 300 millions de dollars et une escalade des tensions. Après 2013, quand le Pakistan s'est rapproché de la Chine, la position américaine a encore changé.
En 2018, l'ancien président Donald Trump a annulé 300 millions de dollars d'aide, accusant le Pakistan de nourrir des militants. Et maintenant, en février 2025, quelques semaines seulement après son retour au pouvoir, Trump a de nouveau suspendu l'aide, coupant 845 millions de dollars de financement des États-Unis pour des projets au Pakistan. Mais une certaine forme d'aide continue toujours de venir du gouvernement américain, non pas pour des fins militaires, mais pour l'aide humanitaire. En somme, la position stratégique du Pakistan lui confère un avantage considérable qui lui a rapporté des milliards de dollars. Donc, qu'il s'agisse d'aide ou de prêts, le Pakistan a dû obtenir d'énormes sommes sous une forme ou une autre. Mais où est passé tout cet argent ? Car même après avoir reçu plusieurs aides et prêts de différentes organisations et pays, la condition du peuple pakistanais reste pathétique. Il y a un dicton célèbre pour le Pakistan. Chaque pays a une armée, mais au Pakistan, l'armée a un pays. Depuis l'indépendance au cours des 78 dernières années, le Pakistan a eu 23 premiers ministres, et aucun d'entre eux n'a terminé un mandat complet de 5 ans. Le pays n'a jamais eu de gouvernement stable, marqué par 3 coups d'État militaires. De 1953 à 1954, le Pakistan a connu sa première intervention militaire. Sous le gouverneur Ghulam Muhammad, l'instabilité politique et économique l'a poussé à dissoudre l'Assemblée constituante par peur de voir son pouvoir limité. Soutenu par l'armée, ce mouvement a évincé le premier ministre Khawaja Nazimuddin et a été justifié par la doctrine de nécessité, permettant une action militaire en temps de crise nationale. Le deuxième coup d'État militaire a eu lieu lors d'un coup d'État en 1977, dirigé par le général Zia-ul-Haq, qui a été appelé « Opération Fair Play ». Le 5 juillet 1977, le général Zia-ul-Haq a mené un coup d'État contre le premier ministre Zulfikar Ali Bhutto, citant son pouvoir croissant et son incapacité à gérer l'agitation politique. Malgré les avertissements, Bhutto a insisté pour des élections, entraînant son arrestation et l'imposition de la loi martiale. Zia a suspendu la Constitution, dissous le Parlement et a régné pendant plus d'une décennie. Le troisième coup d'État militaire a eu lieu en 1999, lorsque les tensions se sont accrues entre le président Pervez Musharraf et le premier ministre Nawaz Sharif. Musharraf, chef d'état-major de l'armée, a fait face à un défi quand Sharif a essayé de le limoger. Musharraf a déclaré l'état d'urgence, a destitué Nawaz Sharif et a pris le contrôle du gouvernement. Le règne militaire de Musharraf a duré près d'une décennie. En plus de ces 3 coups d'État réussis, le Pakistan a aussi connu plusieurs tentatives de putsch ratées et des périodes d'agitation civile. Les dirigeants militaires pakistanais sont souvent intervenus en politique, avec des échecs dus à la résistance publique, aux actions politiques ou au manque de coordination dans l'armée. La crise politique la plus récente a eu lieu en avril 2022, lorsqu'Imran Khan, le premier ministre du Pakistan, a été destitué par une motion de censure. Et cela s'est produit à cause d'une seule personne, Asim Munir, le chef de l'armée du Pakistan, qui est l'homme le plus puissant du Pakistan à cette époque. L'armée est si puissante que beaucoup pensent que les dirigeants étrangers préfèrent parler aux officiers militaires pakistanais plutôt qu'au Premier ministre. Par exemple, en décembre 2023, le chef de l'armée du Pakistan, le général Asim Munir, s'est soudainement envolé pour les États-Unis. Les visites des chefs de l'armée pakistanaise à Washington sont courantes. L'ancien chef général Bajwa et d'autres ex-chefs de l'armée ont aussi rencontré des responsables américains auparavant. Mais il y a une différence. Ils ont toujours voyagé aux côtés du Premier ministre du Pakistan. Cette fois, le Premier ministre Shahbaz Sharif n'a même pas été invité. Seul le général Asim Munir était présent, suscitant des interrogations dans les milieux diplomatiques et de renseignement. Lors de sa visite, Munir a rencontré des hauts fonctionnaires des États-Unis, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d'État adjoint Stephen Biegun, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, et a visité le quartier général du commandement central des États-Unis en Floride, supervisant les opérations militaires au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans certaines parties de l'Asie du Sud. La visite était top secrète, sans aucun détail officiel divulgué. Mais selon des sources diplomatiques, Munir était à Washington pour chercher le soutien financier, politique et peut-être stratégique des États-Unis. Et puis en janvier 2024, nous avons vu les résultats de la lutte pour le pouvoir se dérouler. L'ex-premier ministre Imran Khan a été emprisonné sur des accusations présumées fausses. Les choses étaient claires. Asim Munir était prêt à tout pour rester au pouvoir. En 2024, il a fait adopter un amendement à la loi sur l'armée du Pakistan pour prolonger le mandat des chefs de service à 5 ans, au lieu de 3 ans.
Le général Asim Mounir terminera son mandat de chef d'état-major de l'armée en 2027 au lieu de 2025. Il a même habilement écarté les juges qui soutiennent Imran Khan de la Cour suprême, en faisant adopter une loi au Parlement qui permet au gouvernement de promouvoir des juges hors de l'ordre, en sautant par-dessus les plus anciens. Et la même année, 2024, son armée s'est impliquée dans des conflits frontaliers avec l'Afghanistan et l'Iran. En janvier 2024, l'Iran a lancé des raids aériens, avec des drones et des missiles sur le groupe Jaish al-Adl près de Panjshir, dans la province du Baloutchistan au Pakistan, à la frontière avec l'Iran. Téhéran a accusé le groupe d'avoir mené plusieurs attaques dans le passé. Juste 24 heures après la frappe iranienne, le Pakistan a lancé une attaque de missiles, affirmant qu'elle visait des militants et non le territoire iranien. La situation était tendue, mais le Pakistan a rapidement reculé et l'a gérée par la voie diplomatique. Cependant, il était évident que ce n'était pas simplement une frappe erronée. Plus tard, en décembre 2024, le Pakistan a effectué des frappes aériennes dans les provinces de Khost et Paktika en Afghanistan, ciblant des cachettes présumées de Tariq et talibans Pakistan. Les talibans afghans ont réagi de manière agressive, menaçant de se venger. Cela a conduit à des affrontements frontaliers, les combattants talibans tirant à travers la ligne du rang. En réponse, le Tariq au Taliban Pakistan a intensifié le conflit en kidnappant plusieurs travailleurs civils de la Commission de l'énergie atomique du Pakistan, poussant la région dans un cycle dangereux d'attaques et de contre-attaques. Presque aucun leader ne s'est concentré sur le développement économique, si vous remarquez le modèle. Tous étaient obnubilés par l'acquisition et le maintien du pouvoir le plus longtemps possible. Et ces personnes sont principalement de l'armée pakistanaise. En fait, les officiers de l'armée pakistanaise sont si riches que beaucoup d'entre eux possèdent des propriétés à l'étranger valant des millions, dirigent des entreprises valant des millions, et sont extraordinairement riches par rapport à un civil pakistanais. Mais avec le temps, les gens ont commencé à réaliser cela, et ils ont commencé à s'opposer à de tels actes de leurs forces armées. En fait, de nombreux dirigeants de haut niveau ont commencé à parler contre l'armée pakistanaise, mais ce qu'ils ont reçu en retour n'était que du regret d'avoir parlé contre eux. Par exemple, l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui a ouvertement critiqué l'armée puissante du Pakistan. Il a accusé les généraux de haut rang de s'immiscer dans la politique et de conspirer pour le destituer, mais il a rapidement été réduit au silence. Il a été arrêté en 2023 pour des accusations de corruption, mais beaucoup prétendent que l'armée a conspiré pour que cela se produise. Donc, l'armée a besoin de raisons très solides pour rester au pouvoir, car si elle ne le fait pas, les Pakistanais se révolteront contre l'armée. Donc l'armée du Pakistan a trouvé sa réponse. Et c'est l'Inde. Ils ont fait de l'Inde leur ennemi, et se sont présentés comme leur protecteur contre l'Inde. Mais il a utilisé une stratégie sale pour y parvenir. Vous voyez, les deux pays ont mené 4 grandes guerres, 1947, 1965, 1971 et 1999, et le Pakistan a perdu les 4. En fait, la perte de la guerre de 1971 était si brutale que 93 000 soldats se sont rendus à l'Inde, ce qui était la plus grande reddition jamais réalisée après la Seconde Guerre mondiale. Alors, le Pakistan a vite réalisé que la seule force militaire ne suffirait pas à vaincre l'Inde. L'agence de renseignement du Pakistan, Inter-Services Intelligence, a changé de stratégie. Ils ont décidé de saigner l'Inde avec 1000 coupures. Au lieu d'une guerre directe, ils ont commencé à utiliser des militants moudjahidines pour une guerre par procuration au Cachemire. Ils ont été utilisés pour créer une insurrection à Jammu et au Cachemire, et bientôt, les choses ont dégénéré. Des dizaines d'organisations terroristes et de groupes militants ont vu le jour au Pakistan. Au fil des ans, l'Inter-Service Intelligence a soutenu et abrité des terroristes désignés par les Nations Unies, comme Hafiz Saïd, qui a perpétré l'attaque du Parlement indien en 2001, et les attaques de Mumbai en 2611, Massoud Azhar, responsable du détournement d'un avion en 1999, de l'attaque de la base aérienne de Pantkot en 2016, et d'une attaque à Pulwama en 2019 qui a tué 40 membres du personnel paramilitaire indien à Jammu et au Cachemire. Le Pakistan a même abrité Oussama Ben Laden, l'homme derrière les attaques du 11 septembre, qui ont tué environ 3000 personnes. Et si vous regardez le scénario actuel, son armée essaie de faire la même chose. Juste quelques jours avant la mortelle attaque terroriste de Pahalgam, Asim Mounir a prononcé un discours provocateur faisant référence à la théorie des 2 nations hindoues-musulmanes et a mentionné le Cachemire, provoquant ainsi l'Inde avec l'attaque terroriste de Pahalgam qui a tué 26 personnes. Et l'Inde a riposté. Je ne parle pas seulement de frappes aériennes sur des camps de terroristes, mais de quelque chose de plus mortel.
Avant ces frappes, l'Inde a suspendu le traité des eaux de l'Indus. C'était tellement important que l'Inde n'avait jamais fait cela auparavant, même dans la situation la plus tendue. Et c'est un énorme coup pour le Pakistan. Vous voyez, il y a 6 grandes rivières qui coulent de l'Inde vers le Pakistan. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Baz et Sutlej. En 1960, les deux pays ont signé le traité des eaux de l'Indus. D'après l'accord, le Pakistan pouvait utiliser 80% de l'eau de l'Indus, du Jhelum et du Chenab, les 3 rivières occidentales. Mais voici le problème pour le Pakistan. Même si le Pakistan utilise l'eau, la rivière prend sa source en Inde, donc le contrôle reste entre les mains de l'Inde. Donc, après la suspension, l'Inde a maintenant le droit légal de retenir ou de rediriger le flux d'eau. C'est grave, car 61% de la population du Pakistan et près de 80% de son agriculture dépendent de ces rivières. Mais malgré ces faits, l'armée est toujours occupée à se présenter comme le défenseur contre l'Inde, et ne prend aucune mesure concrète pour améliorer la situation au Pakistan. Ils étaient tellement désespérés de se prouver devant le peuple que pendant le conflit Inde-Pakistan, le compte officiel de l'armée pakistanaise a posté une vidéo prétendant une véritable réponse militaire à l'Inde, mais il s'est avéré que c'était un clip tiré d'un jeu vidéo. Les choses se sont calmées après le cessez-le-feu, quand le Pakistan a appelé l'Inde pour un cessez-le-feu. La raison principale serait une fuite nucléaire à une base aérienne pakistanaise après une frappe de missiles indienne. Certains disent que cela a été fait pour éviter une possible escalade nucléaire, et d'autres disent que le Pakistan a fait cela parce qu'il ferait faillite s'il s'engageait dans une guerre à grande échelle avec l'Inde. Après ce cessez-le-feu, beaucoup de propagande a émergé prétendant beaucoup de dégâts. L'Inde a montré la preuve des frappes, contrairement au Pakistan. Mais il s'avère que toute leur propagande fonctionne, et l'armée a atteint son objectif. Les gens au Pakistan célèbrent la victoire sur l'Inde. Les Pakistanais se sont rassemblés lors d'une journée d'action de grâce en l'honneur des forces armées du pays. Malgré la connaissance de la réalité par l'armée pakistanaise, elle a atteint son but de s'assurer le soutien de sa population. Malgré le soutien actuel du public envers l'armée pakistanaise, son exposition totale n'est qu'une question de temps. Quand ? Seul le temps peut le dire.